Donc, bonjour à toutes et à tous, personnes qui sont en présentiel et à celles et ceux qui sont à distance. Donc, bienvenue à ce 21e Meetup. Je suis Valentine Perret, je travaille au sein du pôle Open Science du Health Data Hub et j'ai le plaisir de vous accueillir à ce Meetup sur les grands modèles de langage open source pour la santé. Donc, au programme de ce Meetup, nous allons avoir 3 interventions. Donc, tout d'abord, nous allons avoir une intervention sur l'outil Intime AI qui va être présenté par l'équipe de Maes Life. Il s'agit d'un outil d'aide au dialogue pour la santé intime qui va nous être présenté par Juliette Moreau et Xingyu Liu. Ensuite, nous allons avoir une intervention sur l'outil Camembert Bio, donc, qui va nous être présenté par Rianne Touchant de l'équipe Almanach de l'ENRIA Paris, qui va nous présenter ses méthodes d'adaptation de modèles de langue au domaine biomédical. Et enfin, nous allons avoir une présentation sur BioMistral, qui est un grand modèle de langage open source pré-entraîné pour les domaines médicaux, qui nous est présenté par Yanis Labrac du laboratoire d'informatique d'Avignon. Et ensuite, nous pourrons, avoir un moment d'échange autour d'un apéritif convivial. Je laisse la parole à l'équipe de Maïs. Bonjour à toutes et à tous. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter en effet l'outil Intime AI, qui n'est pas un outil open source, comme on nous l'a demandé au départ, mais qui est un outil qu'on a construit en essayant justement de maximiser les LLM open source. Et c'est cette démarche-là qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Peut-être 2 mots sur qui on est, si on est cette slide suivante. Non. Voilà. Donc moi, je suis la cofondatrice et la CEO de MySLife. Je m'excuse par avance de mon aspect béotien, parce que je crois qu'on a beaucoup de data scientists dans la salle, donc c'est pas mon cas. Moi, je suis diplômée de l'ESSEC, j'ai fait une première partie de vie en transformation digitale, et puis je me suis ensuite diplômée en santé publique à l'école Pasteur CNAM. Avec mon diplôme en main, j'ai travaillé pas mal de temps pour le ministère de la Santé à différents endroits. J'ai aussi travaillé pour Médecins sans frontières. Et il y a 4 ans, j'ai choisi de revenir en fait à la création d'entreprise, qui était ce que je faisais quand j'étais chef d'entreprise, quand j'étais dans la transformation digitale. Et j'ai créé MySLife. Et peut-être que vous me connaissez aussi un petit peu, peut-être pour certaines ou certains d'entre vous, parce que j'ai également cofondé il y a 2 ans l'association Femtech France, qui regroupe l'ensemble des entreprises, des startups innovantes en santé des femmes. Et du coup, je suis aussi la présidente de Femtech France. Et aujourd'hui, je suis venue avec Xingyu, que je vais laisser se présenter. Ouais, bonjour. Donc, moi, c'est Xingyu Liu, data scientist NLP chez MySlife. Et je travaille conjointement avec le laboratoire d'informatique de Grenoble et plus spécifiquement avec François Didier et François Portet et Didier Schwab. Donc, dans l'équipe GTAP spécifique au traitement automatique des langues et de parole. Bon, ils sont tellement souvent ensemble qu'on les appelle François Didier. Du coup, peut-être 2 mots sur ce qu'on fait nous. Donc, MySLife, c'est une solution de prévention en santé intime des femmes. Donc, on combine dans l'ensemble de notre offre de valeur à la fois de l'accompagnement individuel et collectif. Et pour ce qui relève de l'accompagnement individuel, on a lancé, dans sa forme actuelle en tout cas, il y a 1 an et demi, une application qui accompagne les femmes à tout moment de vie. Donc, c'est-à-dire alors la seule chose qu'on ne fait pas, c'est la puberté, mais de toutes les questions de fertilité, maternité, postpartum, ménopause, préménopause, postménopause. On accompagne également les femmes sur toutes les pathologies de l'intime. Donc à la fois des pathologies chroniques, vous avez sûrement dû entendre parler au moins une fois de l'endométriose, et d'autres pathologies plus graves, comme certains cancers, ou plus quotidiennes, on va dire, comme les cystites, les mycoses. Donc un champ, c'est pour ça que je précise, un champ d'intervention qui est relativement large. Et comment on répond en fait aux besoins des femmes? On le fait à travers d'un contenu expert, des groupes de discussion de type réseau social en ligne, et un service de téléconseil qui est animé par des sages-femmes. Petite précision sur MySLife, c'est la seule application santé des femmes qui est référencée sur mon espace santé, ce qui renforce encore plus pour nous, quelque chose qui est au cœur de notre engagement, mais qui est les nécessités à la fois d'éthique médicale et d'éthique en termes de RGPD.
Depuis le début du projet, on avait à cœur d'optimiser notre proposition de valeur avec l'IA. Et les principales enjeux auxquels on souhaitait que l'IA puisse répondre pour nous, c'était d'aider au dialogue pour les sages-femmes. Donc, encore une fois, notre enjeu, c'est pas de mettre l'IA en face directement des utilisatrices, mais d'aider les sages-femmes à pouvoir répondre. Je vais revenir sur ça. Et la deuxième, c'était d'optimiser à travers de l'utilisation de données non structurées le niveau de personnalisation. On a beaucoup de données non structurées dans l'application à travers les dialogues avec les sages-femmes, mais aussi à travers les groupes de parole. Du coup, dans ce contexte-là, nous, on a lancé vraiment pratiquement au tout début de l'entreprise un robot un projet de construction d'un robot conversationnel qui vient donc se placer entre la sage-femme et l'utilisatrice et qui pré-répond aux questions de l'utilisatrice. Pour nous, on a deux intérêts à ça. La première, évidente, c'est de diminuer le temps de saisie et le temps de réponse des sages-femmes. Le deuxième cas d'usage, et il est important, c'est que nous, nos sages-femmes, elles sont réparties partout en France, presque le monde, parce qu'on en a en Guyane. Donc, elles sont réparties un petit peu partout et elles vont avoir des cliniques différentes. Elles vont avoir évidemment des perceptions différentes du niveau de réponse. Nous, on voulait s'assurer qu'elles avaient un cadre commun et qu'elles pouvaient avoir aussi de l'aide quand elles étaient sur une question qui potentiellement sur laquelle elles étaient peut-être moins familières. Juste pour vous illustrer ce qu'on fait, on va vous montrer une micro-démo de 30 secondes. Alors, micro-démo, je veux bien ton aide. C'est le mail juste à côté. Il y a un Chrome. Merci. Je vais mettre mon bras. Là, c'est pour que vous ayez un peu un visuel justement de ce qu'on fait. Donc là, typiquement, on est sur une utilisatrice qui, via l'application, va poser une question à une sage-femme. Donc, elle pose sa question en ligne et donc là, vous avez la copie, enfin l'écran, pardon, tel qu'il se présente pour la sage-femme, qui elle interagit via un écran d'ordinateur. Donc, à travers la réponse, l'idée, c'est que Intime AI fait une première proposition de réponse. Proposition de réponse qui n'est pas directement envoyée à l'utilisatrice, mais sur laquelle on demande à la sage-femme de relire, de valider, voire de compléter, et qui peut ensuite accompagner l'échange. La spécificité, donc là, on vous montre qu'un tour. Pour les facilités, la spécificité, c'est qu'on est en soi, oui, alors évidemment, les élections nous amènent, voilà. C'est bon. La spécificité, c'est qu'on est sur du multitour, donc c'est une des spécificités, et évidemment dans l'immédiateté. Alors, donc, on va pas le pêche. C'est non. L'aspect des correspondances. Ok, merci. Donc, pour réaliser un tel outil, donc au début du lancement de notre projet, c'est-à-dire début 2022, le premier défi auquel on est confronté est le manque de données dans le domaine de la santé intime des femmes. Et donc, on a adopté l'approche de recherche de réponse par la similarité sémantique dans une base de données, une base des questions-réponses prototypiques rédigées par les experts de santé de MassLife. Et pour cette approche de recherche de réponse, les modèles d'embedding qu'on a utilisés, c'était SentencePerts et Universal Sentence Encoder. Et juste pour rajouter une remarque ici pour notre première approche, à l'époque, comme on n'a pas beaucoup de données, on a découvert un dataset public qui s'appelle MedDialogue, en anglais. Donc, on a sélectionné une portion des dialogues en santé intime des femmes et l'a traduit en français et puis faire la post-édition par lui-même. Et du coup, c'est avec ces données-là qu'on a fait l'évaluation sur cette première approche. Du coup, fin 2022, début 2023, ChatGPT arrive, en tant que cofondeur, me pose une vraie question, est-ce que je continue ou pas à développer quelque chose et
et est-ce que ChatGPT est plutôt la réponse, pas open source, mais en tout cas une réponse à ce qu'on est en train de construire. Donc du coup, très rapidement, on s'est posé la question et surtout on s'est dit, on va déjà tester pour voir ce que ça donne. Donc l'idée, c'était de savoir si ChatGPT est capable de comprendre des questions liées à la santé intime des femmes et de fournir une réponse appropriée. Donc pour faire ça, on est parti sur un test à moyenne échelle, on va dire. On a recruté en fait, chez nos soignantes, on leur a demandé de tester pour nous 3 réponses sur 150 questions qui couvraient 6 thématiques parmi les thématiques qu'on couvre, à savoir l'endométriose, le SOPK, la contraception, le ménopause, le fibrome et la santé menstruelle. On a sélectionné à partir d'un ensemble de données. Oui, c'est pas la bonne presse, mais c'est pas grave. Voilà. On a travaillé sur ces données-là pour. À chaque fois, on leur a proposé en fait de répondre, de tester pardon le niveau de réponse par rapport à 3 types de réponses. La première qui était proposée par ChatGPT, la deuxième qui venait de MathDialogue, donc le dataset, pardon, qu'on avait eu l'occasion déjà de traduire et qui était spécifiquement sélectionner les questions de santé intime, et la base de données prototypique qu'on avait de MySlife. La surprise ou pas, en tout cas, 93% des réponses ChatGPT étaient les réponses qui étaient sélectionnées en premier par les soignants. Donc, en gros, ChatGPT savait répondre et il savait même très bien répondre, puisque même quand on avait des modifications en fait, de la proposition de réponse par ChatGPT, le nombre de caractères, c'est ce que vous voyez en bas, le nombre de caractères modifiés était moins important que ce qu'on avait en termes de nombre de caractères modifiés sur les autres types de réponses. Donc là, on s'est retrouvé devant un vrai questionnement. Est-ce qu'on continuait ou pas? Puisque finalement, ChatGPT avait l'air de définitivement répondre à nos problèmes. C'est là où on a re-regardé un petit peu ce qui était important pour nous en termes de critères. Et on s'est rendu compte que ChatGPT, enfin, on s'est rendu compte, disons qu'on a affirmé que ChatGPT ne répondait pas au niveau de fiabilité médicale qu'on souhaitait avoir, ni au niveau de confidentialité. Pour la confidentialité, c'était déjà le cas en 2022, ça l'est toujours aujourd'hui. On n'est pas compliant RGPD avec l'utilisation de ChatGPT. On n'est pas non plus dans une conformité légale, en particulier sur la gestion de la donnée de santé, puisque de toute manière, on n'est pas sur des serveurs, on n'a pas une vraie visibilité sur la politique de confidentialité globalement. Et deuxièmement, les serveurs sont de toute manière encore pas sur le sol européen, donc de toute manière, ça ne couvre pas ce qu'on souhaite. Et le deuxième, c'est en termes de contrôle du modèle. Plusieurs choses. La première, on est très restreint en termes de personnalisation. Manque de transparence au sens où les sources sont absentes, voire un certain niveau d'hallucination et donc une fiabilité qui n'est pas la bonne. Je suis un peu perdue parce que ce n'est pas mes slides, ce n'est pas la dernière version. Et donc, comme Juliette a présenté, donc on a besoin donc d'un modèle vraiment maison open source sous notre contrôle. Et donc, vers mi-2023, donc on est inspiré de l'approche de Stanford Alpaca. Donc, avec cette approche, donc, il génère automatiquement des données d'instruction en utilisant le modèle d'OpenAI. Et avec ces données générées, ils ont fait donc, la datation d'un modèle open source. Donc, en l'occurrence, ici, c'est Llama. Donc, cette approche étant donc, performant, enfin, aussi performant, il nous reste encore une contrainte dans notre contexte, dans le secteur des entreprises, c'est qu'on a besoin des LLM open source permettant également une utilisation commerciale. Plus tard, donc, Llama 2, comme vous le savez, donc, permet que donc, des usages dans le domaine de recherche. Et plus tard, Llama 2 est sorti. Donc, Llama 2 peut bien répondre à notre besoin. Et donc, vers la fin 2023, Mistral AI est sorti. Donc, il est sous les règles donc, de Apache 2.0. Donc, on peut l'utiliser pour les utilisations commerciales sans problème. Du coup, une fois qu'on a dit ça, on a pris un temps. Donc, ça nous amène à 2023 de réflexion à comment on reconstruisait en fait notre projet initial sur la base de ce qui existait.
avec trois briques hein, qui sont fortes pour nous. Bah, la brique donnée, mais qui est forte dans tous les projets d'IA. Donc, comment est-ce qu'on améliore cette brique donnée et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette brique donnée avec les outils disponibles aujourd'hui en LLM, en l'occurrence le GPT, on va vous en parler. Comment on continue de garder un niveau de fiabilité médicale fort et de fait, les modèles de type BERT continuent de pouvoir répondre, donc on reste sur la démarche initiale pour l'aspect fiabilité et on enrichit cette démarche-là avec la capacité à gérer l'historique et ou les contextes de conversation et la qualité de niveau de langage en utilisant les grands modèles de LLM actuels. Donc, concrètement, pour vous donner plus de détails, pour la brique donnée, donc les données de MySlife se constituent en trois grandes parties. Donc, premièrement, les données publiques. Donc, il y a déjà le dataset public que je vous ai présenté, Meddialogue en anglais. Donc, les dialogues à tour unique, extraits depuis deux sites de téléconsultation aux US. Et il y a aussi donc Meddialogue FR, ça c'est notre travail qui a sélectionné des dialogues en santé intime des femmes depuis Meddialogue anglais. Et on a fait la traduction automatique et aussi la post-édition par l'humain. Deuxième partie de nos données, donc données chez MySlice, il y a déjà les questions-réponses prototypiques rédigées par nos soignantes, les experts en santé. Et à part ça, comme notre application a bien marché depuis un an et demi. Et donc, chez nous, à l'intérieur de l'application, on a maintenant des conversations entre les utilisatrices et les sages-femmes. Enfin, donc les données générées. Ici, il s'agit des données générées par ChatGPT. Donc, générer des dialogues au milieu du tour en imitant l'interaction entre l'utilisatrice et la sage-femme générée. Et donc, sur ces données, sur ces dialogues multitour générés et aussi sur les dialogues à tour unique extraits du corpus Meddialogue FR, on a aussi mené une autre génération, c'est donc génération des annotations automatiques. Donc, les annotations automatiques, c'est à partir d'une liste des étiquettes prédéfinies selon nos instructions. Et là, donc, cette liste des étiquettes prédéfinies peuvent nous aider à décrire donc, le profil de notre utilisatrice. Par exemple, il y a commandité, il y a âge, symptômes, pathologie, etc. Au niveau de la brique fiabilité, donc ici, il s'agit principalement pour le module NLU dans notre outil. Donc, sur les données automatiquement annotées, on a invité les annotatrices qui sont des expertes dans le domaine de la santé intime des femmes à modifier et vérifier la notation automatique par ChatGPT. Et avec ces données générées, avec ces données, ces annotations validées et vérifiées, on a fait adapter les modèles de type BERT pour effectuer la tâche honneur. Donc, parmi les modèles de type BERT, il y a FlowBERT, il y a Camembert, il y a Camembert Bio et Dr BERT. Et là, j'en profite pour vous partager l'information d'un travail de mon labo, de Ligue, donc Jargon, qu'il s'agit d'une suite des grands modèles en français, de source, sur de différents domaines spécifiques, dont le domaine biomédical, donc le BERT Bio. Et finalement, donc l'historique, contexte du dialogue. Donc ici, on a adopté la même approche que le Stanford Alpaca, donc pour notre module NLG, qui peut générer la réponse proposée à la sage-femme en adaptant les réponses prototypiques de MySlife selon de divers contextes. Donc là, pour réaliser ce module, on peut continuer le pré-entraînement des LLM avec des données expertes en santé active des femmes et avec ces données, donc adapter les LLM sur les instructions avec les données générées. Quelques mots sur les enseignements. On a choisi de vous montrer l'historique parce que pour le coup, toutes les avancées ces dernières années en termes de grands modèles de langage, leur mise à disposition, l'impact aussi que ça pouvait avoir sur le champ de la santé,
c'est des choses qui nous ont obligés, nous, à réfléchir très vite, y compris en termes d'investissement. Donc, c'était important aussi pour nous de vous montrer que, y compris sur une structure relativement petite, hein, nous, on n'a pas une armée de data scientists au sein de MySLife. On a réussi, en fait, justement, en étant relativement agile et en prenant à chaque fois le meilleur de ces différents grands modèles de langage et open source, on a réussi, en fait, à monter un outil qui, aujourd'hui, est pratiquement plus développé que ce qu'on avait initialement anticipé. Donc ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième, c'est que ça a été rendu possible aussi par le fait qu'on est en partenariat avec la recherche académique, donc avec le laboratoire d'informatique de Grenoble, et qu'on est aussi avec une mise à disposition. Typiquement, voilà, ce qu'on a pu faire sur Lama, on n'était pas encore dans un usage commercial, mais on pouvait quand même commencer à regarder ça dans un usage dit académique, enfin dans le cadre d'une recherche académique, ce qui nous permettait, nous, de continuer de réfléchir et d'avancer sur ces thématiques-là, et c'est relativement précieux. Donc voilà, s'il y a des startups, enfin, des cofondeurs dans la salle, c'est vraiment quelque chose sur lequel, nous, en tout cas, on y a beaucoup gagné. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? MySlife, c'est My Solution. Et le S, pour le dire. On n'avait jamais fait de solution. C'est à vous de choisir. Et vous n'êtes rentable dans le modèle économique? Non, on est encore en mode de transformation. En termes de modèle économique, nous, on vend principalement en entreprise. Du coup, on est en modèle de B2B2C. Vous parlez, vous avez mentionné que vous utilisez Mistral. Vous utilisez quel modèle Mistral? En fait, nous, on a testé sur Lama, enfin, pour la côté recherche. Et Mistral, les expériences sur Mistral, c'est en cours de tournement. On n'a pas encore le résultat. Mais donc, pour l'instant, on a choisi donc, Mixtral, Mixtral qui peut traiter multilingue. Je pense que Yanis va présenter sur ce point plus tard. Merci. Alors, monsieur au fond et après la dame juste devant. Bonsoir. Est-ce que vous avez collaboré avec le CEA Leti? Je sais qu'ils font aussi pas mal de travaux. Je vous entends pas, excusez-moi. Parlez juste un tout petit peu plus fort. Est-ce que vous avez collaboré avec les laboratoires du CEA Leti? Non. Non. Mais parce qu'ils travaillent sur le domaine également? Oui. Et il y a pas mal de choses sur. D'accord. Peut-être juste préciser par rapport à des modèles très médicaux ou par rapport à ce qui peut se passer en ce moment. Je pense qu'Yanis le présentera et Ryan aussi, mais ce qui peut se passer aujourd'hui sur l'aide des NLP utilisés dans l'aide à la consultation ou dans tout ce qui est clinique. On a une particularité, c'est qu'en fait, on s'adresse quand même au final à des patients. Du coup, le niveau de langage, il est très important pour nous. Et c'est une de nos difficultés, c'est-à-dire d'être certaine que le niveau de langage est entendable et entendu par les utilisatrices in fine. Donc, il ne s'agit pas, et c'est important, d'être trop technique. Madame, vous aviez une question? Oui, c'est un peu en lien avec la question d'avant. Comment est-ce que vous gérez avec la sortie quasiment continue de nouveaux modèles de langage, justement, pour pas peut-être vous éparpiller, à dire qu'on teste tel modèle, tel modèle. Enfin, il y a des modèles qui sortent tout le temps. Ouais. Est-ce que vous dites non, mais là, on creuse à fond ce modèle avant d'en tester un autre, ou alors au contraire, celui-ci est nouveau et qu'a priori les performances meilleures? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Merci. Donc, dans notre cas, on n'a pas, genre, quand ChatGPT a sorti, comment dire, on se jette directement sur ChatGPT. On attend un peu donc les recherches dans le domaine pour voir l'évaluation et puis on a commencé notre propre évaluation sur notre domaine. En plus, donc, par exemple, sur Lama est sorti pour open source pour le domaine de recherche. On a fait les premiers tests et après, donc, comme c'est pas notre objectif final, on attend encore un peu pour Lama 2. Et maintenant, donc, avec Mistral, on voit bien déjà
Donc, premièrement, la performance de Mistral est meilleure que Mistral est meilleure que Llama 2. Et du coup, donc, on va sauter Llama 2, tester directement sur Mistral. Voilà. Vous avez été les modèles étrangers, parce que Pardon? vous avez vu à l'étranger, aux États-Unis ou en Chine, les modèles équivalents. Moi, j'ai vu en Chine en 2018, ils sont très en avance. Hein. Sûrement, mais ils sont chinois. Ouais, et- Non, mais c'est pas neutre. Ils sont chinois, c'est-à-dire que la data est en chinoise, etc. Donc, oui, tout à fait. Mais leur performance, probablement, probablement. Probablement. Madame? Juste une question, vous travaillez qu'avec les sages-femmes, il n'y a pas un cadrage médical quand même? Enfin, un sage-femme, c'est quand même médical, Oui, mais oui. voilà. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Oui, bien sûr. En fait, l'ensemble de nos démarches est supervisé par un conseil médical. Mais l'important, alors déjà, le téléconseil, il est régi par le conseil de l'ordre des sages-femmes. Les sages-femmes font du téléconseil depuis très longtemps. De fait, même avant le conseil, enfin, le conseil de l'ordre des médecins a pas rendu d'avis, a rendu un avis postérieur en fait à l'avis que rendait le conseil de l'ordre des sages-femmes. Donc elles sont très formées à ce type de téléconseil et on est sur pas de diagnostic, pas de prescription. C'est le principe du téléconseil en fait. Le téléconseil, c'est sans diagnostic, sans prescription. Et pour aller jusqu'au bout, pourquoi on ne fait pas de téléconsultation? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est proposé par la majeure partie des contrats d'assurance. Donc, d'un point de vue en plus business, ça a petit trop d'intérêt. Il y a des questions en ligne également. Je ne sais pas si tout le monde a pu poser ces questions dans la salle. C'est des questions. Non, mais merci pour la présentation super claire. J'avais deux questions en fait. C'était par rapport au temps de calcul. Est-ce que vous n'avez pas eu un enjeu en fait, le temps de calcul avec le passage entre BERT et les plus gros modèles en fait à Llama? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous envisagez, comme vous êtes encore en phase de test, de faire à la fin, à un moment donné, du RAG pour ou sourcer les données fiables, médicales, dans des bases fiables de données, ou c'est pas encore prévu? Déjà pour la première question, ouais, c'était vraiment une question pour moi à l'époque. Donc, pour vous donner plus de détails, avant, avec PERT, je mène mes expériences juste sur le serveur de notre laboratoire. Et quand je passe au test avec Llama, là, heureusement, j'ai pu avoir réponse sur Janté. Et du coup, donc, je suis passée par là. Voilà. Et la deuxième question, Rag, en fait, enfin, pour, euh, euh, pour la toute première modélisation de notre système, ouais, c'était un peu comme un petit RAG, c'est-à-dire qu'on a une base prototypique et après, donc, quand on sélectionne des réponses pertinentes dans cette base, on va utiliser une sorte de génération pour modifier la réponse sélectionnée selon le contexte. Sachant que toute la base typique, elle est construite avec des médecins. Ouais. Ok. Merci. Vous étiez la question en ligne? Non, pas du tout. Non, donc il y a aussi des questions en ligne. C'est quoi la question? C'est une question physique. Donc, il y a une question qui est: quelle est la taille du jeu de données global que vous avez utilisé? Donc, la taille tout en... donc déjà, pour la taille de mes dialogues FR, on a à peu près 10 000 dialogues à tour unique pour, comment dire, des données référencées. Et pour les données générées, là, pour le coup, pour le test sur Llama, la première version, on a généré à peu près aussi également 10 000 de dialogues. Mais ça reste en phase de test. Par exemple, pour les expériences plus tard sur Llama 2 ou Mistral. Donc, ça, j'imagine qu'on aurait besoin de plus de données. Et il y a une deuxième question sur quelles sont les métriques d'évaluation, le dataset sur lequel vous avez effectué le fine-tuning, incluant MedDialogue en anglais et vos données éthiques publiques. Et les données? Elles sont-elles publiques? Oui. MedDialogue? Les métriques d'évaluation. MedDialogue. Est-ce que, Non. Déjà, si la question s'agit de notre test avec Llama,
Pour l'instant, on n'avait pas de métrique automatique. On avait fait des tests, des évaluations qualitatives avec nos professionnels de santé. Et la deuxième question, Medialog, oui, Medialog, c'est- ouais, Medialog anglais, c'est déjà public. Après, notre travail, Medialog FR, c'est aussi, ça vient de sortir chez Elric Colling de cette année. Donc, c'est public aussi. Parce qu'on va passer à la... C'est bon? À la... Parfait, merci. Merci. On pense à la suite. On va les mettre dans le chat aussi, si ça ne vous pose pas de problème. Pardon, on met vos adresses mail dans le chat comme il y a eu de nombreuses questions. Oui, 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 bien sûr. Hein. C'est pas mon numéro de téléphone, je me suis un peu embarquée. Essayez de pas m'appeler tous, mais oui, oui, bien sûr. Merci. Avec plaisir. Donc, maintenant, Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Rian, je suis un doctorant à l'INRIA Paris dans l'équipe Almanach, supervisé par Éric de la Clergerie, et je fais une thèse sur l'extraction d'informations dans les comptes rendus médicaux. Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui tourne autour de comment adapter des modèles de langue pour le domaine biomédical. Et donc, ça va principalement tourner autour d'un modèle qu'on a publié avec Éric l'année dernière qui s'appelle Camembert Bio, et qui donc a été publié sous licence MIT Open Source. Euh, alors, déjà, la prémisse, c'est un peu pourquoi on a fait ce modèle. On a fait ce modèle parce que, donc voilà, il y a tout un tas de modèles de langue, notamment pour le français, il y a Camembert, il y a Flaubert, enfin voilà, il y en a tout un tas qui ont des super bonnes performances pour tout un tas de tâches. On observe que ces performances se dégradent quand on passe à un domaine spécialisé. Et donc, pour répondre à ce problème, en anglais, il y a eu plein d'adaptations des grands modèles anglais. Donc, par exemple, pour BERT, BERT a été adapté notamment par BioBERT, par PubMedBERT, etc. Et en fait, il n'y en avait pas pour le français. Et donc, au moment où on a commencé ce travail, il n'y en avait pas. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur Camembert. Alors, la question qui va essayer de venir, c'est quel est l'intérêt d'un modèle de type BERT à l'ère des LLM? Donc, rien que dans les derniers mois, on a encore vu une sortie de tout un tas de modèles, donc Llama 3, un nouveau Mistral, etc. Et donc, vu tous ces incroyables modèles avec des incroyables performances, qu'est-ce qu'on peut faire d'un modèle de type BERT? Alors, donc, déjà, avec les LLM qui sont sortis récemment, on observe effectivement un grand gain de performance. Donc là, on voit des performances sur un jeu de question answering qui est basé sur l'examen des médecins aux États-Unis. Et en gros, un des derniers modèles qui était sorti en décembre 2022 avait fait un bond immense par rapport à ce qu'on avait en état de l'art avec des modèles de type BERT. Et ensuite, on a l'itération d'après qui, là, encore fait un nouveau bond spectaculaire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque itération des derniers LLM, en fait, on voit des immenses bonds et ça creuse encore le gap avec les modèles qu'on avait avant. Et donc, on a envie de se dire que les modèles qui sont en bas, qui sont donc plutôt des petits modèles, sont un peu obsolètes désormais. Donc, il faut un peu nuancer ça par plusieurs points. Le premier, c'est que ces gros LLM comme Llama, comme Mistral, etc., ça demande énormément de ressources. Donc, c'est principalement des ressources autour des cartes graphiques. Donc là, j'ai fait une estimation de la mémoire GPU qui est nécessaire pour faire tourner et pour entraîner ces modèles. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que entre ces différents modèles, on voit un ordre de grandeur à chaque fois. Et donc, le modèle 70 milliards, il demande un ordre de grandeur de plus de mémoire GPU que celui d'en dessous. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les modèles de type BERT, donc qui sont des assez petits modèles, en fait, on peut les faire tourner avec une infrastructure qui est assez faible. En fait, même sur un laptop, on peut faire tourner le modèle, ce qui est complètement impossible avec les gros LLM. Et donc, ça peut poser plein de problèmes quand on est dans des établissements de santé qui n'ont pas forcément toutes les ressources, etc. Un autre point, c'est que les performances des LLM, en fait, on les observe particulièrement pour le question answering. Mais pour ce qui est des autres tâches, comme par exemple l'extraction d'informations, donc voilà, on a un compte rendu, on veut extraire l'âge, le poids, etc. Et ben, en fait, c'est pas forcément là que les LLM vont briller. C'est pas là qu'on voit le grand gain spectaculaire. Et donc, bon, la table est grande, mais ça, c'est un travail qui a été fait par Marco Naguib du Listen. Et en fait, il a essayé de comparer les grands LLM, les derniers, la Mistral, contre les modèles BERT comme Camembert Bio et Dr BERT. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, la LLM tourne autour de 20-30%, là où les modèles BERT, qui sont vraiment beaucoup plus petits, en fait, ont des bonnes performances qui tournent entre 60 et 50.
Donc voilà, ça a mesuré aussi dans le fait que ces gains-là, on les voit surtout pour le question answering, mais pas forcément sur toutes les tâches. Donc je vais venir un peu sur comment on a construit Camembert Bio. Donc c'est un modèle de langue qu'on a entraîné et pour faire ça, évidemment, il faut des données. Donc on a constitué un corpus qui s'appelle BioMedFR. Donc c'est un corpus qui est principalement composé d'articles scientifiques, de notices de médicaments et des cas cliniques qui ont été extraits d'articles scientifiques et de thèses, des choses comme ça. Et donc c'est un corpus de 413 millions de mots, ce qui est assez limité, ce qui est assez faible par rapport au corpus en général. C'est un choix au sens où on a voulu avoir un corpus de très bonne qualité, quitte à sacrifier des sources de données. Au lieu de prendre le plus de données possible et avoir le plus grand corpus, on a préféré essayer de maximiser la qualité. Euh, donc voilà, et ensuite on a créé une version small, donc BioMedFR Small, où on a pris 10% des données aléatoirement, donc ça correspond à 40 millions de mots. Et on a évalué notre modèle sur une tâche de reconnaissance d'entités nommées. Donc voilà, on a différentes phrases des documents et on veut trouver chacune des entités et trouver leur type. Euh, donc ça, c'est la table des résultats. Ce qu'il faut voir, c'est que la table, elle est séparée en trois. Elle est séparée en trois et c'est important parce que le corpus d'entraînement qu'on a, il est assez biaisé. Il est biaisé pour les articles scientifiques. En fait, il est principalement composé d'articles scientifiques. Et donc, on peut avoir peur qu'en fait, le gain de performance qu'on peut imaginer, on l'observe que sur des tâches basées sur des documents scientifiques. Et donc, c'était important de voir qu'en fait, c'est bien dans tous les styles biomédicaux parce qu'évidemment, on n'écrit pas un article scientifique comme on écrit un rapport clinique. Et du coup, en fait, on observe bien un gain dans les différents styles. Et donc, c'est assez important parce que le cas d'usage, il est plutôt clinique que scientifique. Et on observe également l'amélioration sur les notices de médicaments. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre Camembert base, qui est le modèle originel, et Camembert bio en vert, on a une amélioration d'en moyenne 2,5 points. Un autre truc intéressant, c'est qu'avec la version small de BioMedFR, donc qui est là en orange, et donc je rappelle, c'est que 40 millions de mots, en fait, on a déjà une amélioration. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire que la quantité de données, elle influe positivement, plus on a de données, plus on a des performances. Mais aussi qu'en fait, avec très très peu de données, 40 millions, c'est vraiment très limité, mais en fait, on observe sur certaines tâches, pas toutes, mais sur certaines tâches, on observe déjà un gain. Et c'est aussi une information intéressante. Euh, ok, il y a une notion qui est importante à comprendre, c'est qu'il y a un peu deux grandes approches pour faire une adaptation de modèle de langue. Il y a l'approche continual pre-training et l'approche from scratch. Nous, on a choisi l'approche continual pre-training, ça veut dire qu'on est parti du modèle Camembert, donc qui est déjà entraîné pour le français, et on l'a spécialisé sur du biomédical, c'est-à-dire qu'on a continué l'entraînement du modèle sur notre corpus biomédical. Il y a aussi une approche from scratch qui est de partir de zéro et d'entraîner entièrement le modèle sur le nouveau corpus. Et donc, ces dernières années, il y a eu un peu une sorte de débat scientifique sur quelle était la meilleure approche pour avoir les modèles les plus performants. Et ça a notamment commencé entre BioBERT et PubMedBERT. BioBERT, c'est donc littéralement une adaptation de BERT en faisant du continual pre-training, alors que PubMedBERT, ils ont entraîné from scratch. Et le point que fait PubMedBERT, c'est que, en fait, si on entraîne from scratch, c'est un peu mieux. C'est pas beaucoup mieux, c'est un peu mieux. C'est a priori, le faire comme ça, c'est mieux parce qu'on a un modèle qui est vraiment fait pour le domaine, qui a été construit pour le domaine. Euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces deux approches-là ont été explorées maintenant en France, donc à travers Camembert Bio, Dr Burke, mais aussi Camembert EDS, et je vais revenir dessus. Euh, donc alors, maintenant qu'on a ces nouveaux modèles en français, on peut essayer de vérifier l'hypothèse de PubMedBERT, et donc là, je mets des résultats du benchmark de Nesrine Banour du Listen également. Et donc, encore une fois, il n'y a pas besoin de regarder toute la table, mais du coup, on va comparer différents modèles sur des tâches d'extraction d'entités nommées, encore une fois. Et donc, on voit Camembert Bio et Dr Burt, et en fait, on voit qu'il y a des performances qui sont assez similaires. Et Camembert Bio est entraîné avec du continual pre-training, alors que Dr Burt est entraîné sur du from scratch. Et donc, la prémisse de le from scratch donne des meilleures performances, n'est pas forcément vérifiée. Donc parfois on l'observe sur certaines tâches, parfois pas. C'est pas quelque chose d'évident. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on observe sur des données privées. Ça, c'est une expérience qui a été faite au niveau de l'APHP, donc dans l'entrepôt de données de santé de l'APHP. Ils ont fait deux expériences, une où ils entraînent un modèle sur leurs données de l'APHP, et une où ils prennent d'abord le modèle Camembert, et ensuite ils font du continual pre-training sur les données qu'ils ont à l'APHP. Et en fait, à la fin, on a des résultats qui sont à peu près similaires également. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on observe même sur des données privées et très spécialisées. Par contre, il y a un truc qui est différent, c'est l'impact environnemental et l'impact sur les ressources. C'est que donc là, il y a trois modèles, Dr. Burt et Ali Burt, c'est deux modèles entraînés from scratch.
Camembert c'est un modèle entraîné en continual pre-training. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de ressources et en termes d'impact environnemental, il y a une différence énorme. On parle d'ordre de grandeur. Et donc voilà, pour entraîner Dr. Burt et Libert, il faut plusieurs dizaines de gros GPU, là où pour Camembert il en suffit de 2 pendant 2 jours. Donc on passe d'une expérience qui est faisable dans un entrepôt de données de santé, dans un hôpital par exemple, à quelque chose qui demande vraiment un gros cluster de calcul et qui a évidemment plus d'impact. Et donc c'est ça qui nous amène à argumenter en faveur du continual pre-training, c'est-à-dire que en fait on observe des performances assez similaires pour un coût qui est bien plus faible. Donc a priori, quand on souhaite adapter un modèle pour le biomédical, il faut plutôt se tourner vers le continual pre-training. En tout cas, c'est ce qu'on essaye d'argumenter. Donc là, j'ai beaucoup opposé les LLM avec les modèles de type BERT, mais en fait, ce qu'on observe ces derniers mois, c'est surtout une synergie entre les deux modèles. Et ça va faire une bonne transition avec ce que va présenter Yanis juste après, avec notamment son modèle Biomistral. Je vais vous présenter des stratégies qui permettent d'exploiter les LLM pour augmenter les performances des modèles BERT. Donc ça, c'est un travail qu'on a vu très récemment, donc vraiment là, ces derniers mois. L'idée, c'est d'utiliser les LLM, donc les Llama, les Mistral, pour annoter des énormes corpus massifs. Donc voilà, on va prendre des corpus de plusieurs centaines de millions de mots et on va venir les annoter. Donc on va demander au modèle, OK, extrais-moi toutes les entités que tu peux trouver dans ce corpus et donne-moi leur type. Et en fait, grâce à ça, on va obtenir des corpus d'une taille qu'on ne pouvait pas avoir avant. Avant, on ne pouvait pas avoir un corpus de 25 millions de mots annotés parce qu'il aurait fallu demander à des humains de faire ça et ça aurait pris un temps infini. Maintenant qu'on a des LLM, en fait, on peut paralléliser et annoter des quantités immenses de données. Et donc l'idée maintenant, c'est de prendre ce corpus annoté par un LLM. Là, en l'occurrence, c'était GPT-3, mais on peut faire vraiment avec n'importe quel LLM. Et on va entraîner un modèle beaucoup plus petit, basé sur BERT, sur cette immense quantité de données. Donc voilà, ça c'est l'idée qui est présentée par Nuaner. Et pour s'adapter à cette nouvelle idée, il y a des architectures qui ont commencé à apparaître, notamment l'architecture Gliner. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une architecture qui va permettre de pouvoir utiliser le modèle de manière très simple avec n'importe quel type d'entité, ce qui n'était pas vraiment vu avant. Donc, en gros, en haut à droite, on met la phrase pour laquelle on veut extraire les entités. Donc voilà, on a une phrase. Et à gauche, on va donner au modèle les différents types qu'on veut identifier dans la phrase. Donc là, en l'occurrence, on a mis person, organization, location. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on peut donner vraiment ce qu'on veut. On n'est pas obligé de se contenter d'entités qui sont prédéfinies. On peut écrire vraiment l'entité qu'on désire. Et cette architecture va venir comparer à la fois la phrase et les entités pour trouver à quel moment on a des similarités. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour entraîner cette architecture-là, il faut vraiment une grande quantité de données, et c'est pour ça que les LLM sont intéressants. On ne pouvait pas le faire avant parce que ça prendrait trop de temps d'annoter avec des humains. Et du coup, on a créé un nouveau modèle qui est basé du coup sur cette architecture Gliner, et qui est donc maintenant une sorte de variante de Camembert Bio. C'est un modèle de Name Entity Recognition, donc de reconnaissance d'entités nommées, cette fois-ci zero shot. C'est-à-dire que c'est un modèle qui n'a pas forcément besoin d'être entraîné. On peut l'utiliser directement sans même avoir de données à noter. Euh, donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble tout simplement à, on a un texte, donc là c'est typiquement à quoi ressemble un rapport clinique. Le cas présenté concerne un homme âgé de 61 ans, etc., etc. Et ensuite on va lister les labels qu'on veut extraire dans ce compte-rendu. Et donc là ce qu'il faut comprendre, c'est que ces labels-là, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Il n'y a pas besoin d'entraîner le modèle pour ces labels-là. À tout moment, je peux les changer et mettre autre chose à la place. Et on va pouvoir avoir une prédiction sur le texte des entités. Donc voilà, ça c'est l'idée générale. Et donc, ça, c'est une table comparative des performances des derniers modèles Gliner, parce que du coup, rien que ces dernières semaines, il y a eu la publication de tout un tas de modèles Gliner. C'est quelque chose d'assez tendance en ce moment. Et donc, en bleu, c'est notre modèle Camembert Bio, qui est comparé sur les mêmes jeux précédemment. Évidemment, les performances sont réduites par rapport à l'approche simple où on fine-tune le modèle. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle, on ne l'a pas du tout entraîné sur les données. On l'utilise vraiment tel quel, et donc évidemment, les performances sont un peu moindres. Mais notre modèle Camembert Gliner est, sur ces différents jeux, en moyenne le meilleur modèle d'environ 2 points. Et il faut aussi comprendre que la tâche n'est pas évidente parce qu'on le compare à des modèles qui sont vachement plus gros. On le compare à des modèles qui sont 3 à 6 fois plus hauts. Donc voilà. Et quelque chose à noter aussi, c'est que le dernier jeu qui est présenté, c'est Med Dialogue FR qui était présenté juste avant. Et en fait, en zéro shot, on a des performances qui s'ajustent quasiment à des performances quand on entraîne le modèle sur les deux.
Ok, donc là, c'est le graphique qui est un peu important à comprendre. C'est que, donc là, en bleu, il y a les performances de Camembert-Bio, le modèle original. Et en orange, il y a les performances. Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. En bleu, il y a les performances du modèle Gliner, et en orange, il y a les performances du modèle Camembert-Bio original. Et en... ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mesurer la performance en augmentant la quantité de données d'entraînement disponibles. Donc, quand il y a 0% de données disponibles, c'est du zéro shot, on n'entraîne pas le modèle. Et quand il y a 100% de données, là, c'est du fine-tuning classique, on entraîne le modèle sur les données qu'on a. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on a moins de 60% des données, en fait, le modèle Gliner est bien au-dessus du modèle classique. Et quand on commence à sortir plus loin que 60%, là, les modèles sont soit équivalents, soit le modèle de base est un peu meilleur. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le modèle Gliner, cette version, elle a un intérêt quand on est dans un régime un peu low resource, quand on n'a pas beaucoup de données, quand on en a soit pas, soit très peu, il vaut mieux utiliser le modèle Gliner. Et quand on a beaucoup de données d'entraînement, autant simplement utiliser le modèle originel et l'entraîner sur les données qu'on a. Je veux faire j'ai envie de revenir sur le sujet du continual pre-training et ça va faire un peu la transition avec Yanis. Donc le continual pre-training qu'on a fait avec Camembert Bio en partant de Camembert, il y a aussi des gens qui ont fait ça avec les gros LLM comme Llama. Notamment, il y a le travail de Meditron, où ils sont partis de Llama et ils ont fait du continual pre-training sur l'ensemble des articles scientifiques qui sont publiés sur PubMed. Donc, c'est exactement la même idée que ce qu'on a fait avec Camembert Bio, mais cette fois-ci sur un modèle beaucoup plus gros et avec beaucoup plus de données. Et qu'est-ce qu'on observe à la fin? En gros, on a en fait quelque chose d'assez similaire. On a 2 à 3 points d'amélioration sur différentes tâches, bon, surtout du question answering. Mais voilà, on a à peu près le même ordre de grandeur, on augmente de 2 à 3 points. Par contre, la différence, c'est que pour entraîner Meditron, il a fallu 128 GPU pendant 2 semaines. Donc là où on parlait de 128 GPU pendant un jour pour faire du from scratch avec des modèles BERT, là pour continuer le pre-training avec un gros LLM, là on parle de 128 GPU pendant 2 semaines. Donc c'est vraiment immense, c'est vraiment un très très gros entraînement. Ça demande énormément de ressources. Et en fait, on a il y a le même ordre de grandeur de gain mais pour une quantité de ressources qui est beaucoup plus grande. Donc en fait, on a l'impression que la stratégie du continuum pré-training est moins rentable à cette échelle-là. Il faut beaucoup plus de ressources pour les mêmes gains. Et donc, c'est là qu'on vient argumenter que on atteint un peu les limites du continuum pré-training et que ça semble un peu vain de vouloir faire intégrer toutes les connaissances possibles dans le modèle en l'entraînant sur un gros corpus de données. Et c'est pour ça que je vais rapidement présenter l'idée de l'augmentation des LLM. Et l'idée, elle est assez simple. Encore une fois, je ne vais pas expliquer tout le schéma, mais en fait, on va plutôt essayer d'exploiter les capacités de raisonnement des gros modèles de langue. Donc, au lieu de lui donner toutes les connaissances pendant son entraînement, en fait, on va juste lui apprendre à raisonner. Et ensuite, le modèle va de lui-même, quand on lui pose une question, aller faire des requêtes dans une base de données pour aller chercher l'information dont il a besoin et d'ensuite faire la prédiction en fonction des informations qu'il a récupérées. Donc voilà, on n'a plus un modèle dont on force l'intégration des connaissances, pardon. On a un modèle qui, de lui-même, est capable de raisonner et d'aller chercher les connaissances au moment où il en a besoin. Et on pense que l'avenir est plutôt tourné vers ça. Donc voilà, pour conclure, on argumente que le continual pre-training est préférable pour adapter des modèles parce que c'est beaucoup moins coûteux en ressources et les performances sont soit égales, soit meilleures parfois. Les modèles de type Gliner sont préférables dans les scénarios low resource et on propose du coup un nouveau modèle basé sur Camembert Bio, donc Camembert Bio Gliner. On estime que le continual pre-training arrive un peu aux limites et qu'il est moins rentable pour les très gros modèles comme les LLM. Et on pense que le futur est plutôt tourné vers l'utilisation des compétences de raisonnement des modèles plutôt que l'intégration des connaissances. On a une petite démo qui est disponible pour le modèle Camembert Bio Gliner. Donc, si jamais vous voulez le tester, il est disponible. Vous pouvez le trouver soit sur la page de Almanac sur Hugging Face, et le modèle est disponible dès maintenant si vous voulez le télécharger. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci, c'était top, hein. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Mais, on parle que de données écrites. Et qu'est-ce qui se passe sur des données, notamment vidéo, par exemple? Ouais, c'est une très très bonne question. Alors, tout le travail que j'ai présenté est uniquement écrit, mais c'est vrai que très récemment, il y a beaucoup de travaux sur essayer de faire du pré-entraînement où on mixe à la fois en fait, des données multimodales, donc à la fois du texte, à la fois de l'audio, à la fois des images, par exemple. Donc, c'est des travaux que je connais assez peu, pour être honnête, et tout ce que j'ai présenté, c'est surtout du texte, mais évidemment,
En fait, s'intéresser au texte, c'est s'intéresser qu'à une partie des données qui sont disponibles dans les hôpitaux. Et évidemment qu'on a envie d'exploiter toutes les données qu'il y a, donc notamment de l'imagerie, mais peut-être plus. Donc oui, c'est complètement une piste pour avoir des meilleurs modèles dans le futur, essayer d'exploiter les données multimodales. C'est-à-dire d'augmenter le rayon d'action des modèles sur d'autres données ou ça va être de nouveaux travaux, de nouveaux modèles? En fait, on peut utiliser la même architecture, juste le rendre capable d'exploiter les deux formes de connaissances et d'être capable de créer des représentations similaires pour du texte et des images qui seraient similaires. Donc il y a beaucoup de travaux là-dessus, il y a déjà plein de modèles qui sont très performants pour ça. Les gros modèles dont je parle, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais c'est sûr que dans le futur, on aura des modèles qui seront entraînés sur les deux. Et il y a déjà des travaux là-dessus, ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, il y a un papier là-dessus qui est sorti. Donc ouais. Sur quelle revue? Sur quelle revue? Oui, le papier qui sort. C'est un préprint, je pense pas qu'il est publié dans une conférence encore. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est Facebook. Bonjour. Quand vous parlez de performance, vous montez des F1 scores, comment ça marche exactement? C'est quoi la notation pour évaluer un LLM? C'est une très bonne question. Alors, donc, en fait, donc, il y a un peu les deux modèles. Il y a les modèles BERT et les modèles qu'on appelle LLM. Les deux ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, les LLM, c'est comme ChatGPT, quoi, ils génèrent du texte. Et donc, il faut essayer de trouver une manière de reconnaître les entités qu'il a trouvées. Donc, c'est un peu spécial, alors qu'avec les modèles BERT, c'est plus simple. Donc, en gros, l'idée, c'est simplement que on a la phrase et on va demander au modèle d'essayer de donner un label à chacun des mots de la phrase. Et ensuite, on va mesurer le score sur est-ce qu'il a trouvé les bons labels pour les bons mots. Et donc, sur une phrase comme le patient a été administré du Doliprane, on veut voir est-ce que le modèle a été capable de dire que Doliprane, c'est bien l'entité médicament, par exemple. Et ensuite, donc le F1 score, c'est juste du exact match. Est-ce qu'il a trouvé cette entité, est-ce qu'il l'a pas trouvé? Et on fait ça pour toutes les entités. Et du coup, quand on fait ça avec ChatGPT, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut prompter le modèle. Il faut trouver les bons prompts pour qu'il comprenne bien la tâche. Et ensuite, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait régénérer la phrase, mais avec des marqueurs, par exemple. Donc, on va lui refaire écrire le patient a été administré du Doliprane, mais on va lui demander qu'il va mettre des marqueurs. Donc, par exemple, il va mettre hashtag hashtag avant Doliprane et hashtag hashtag après Doliprane pour dire, bah, ici, je pense qu'il y a une entité. Donc voilà, la manière d'évaluer entre les différents types de modèles est très différente. Ça biaise un peu les résultats, c'est assez compliqué. Mais voilà, en gros, trouver les entités au bon endroit et ensuite on mesure l'exact match là-dessus. Il y a d'autres questions dans la salle, c'est une question à distance. Du coup, une question subsidiaire. Donc, on entend parler des fois maintenant de small language model ou tiny language model. Comment ça s'articule votre approche avec ces approches-là? Est-ce que c'est similaire ou c'est complètement autre chose? Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que les choses évoluent très vite et le modèle que je présente là avec Camembert Bio, il y a quelques années, il aurait été appelé grand modèle de langue. Donc maintenant, ce qu'on appelle SLM, en général, ça va être ce qui est soit égal, soit en dessous de 7 milliards. Donc par opposition à LLM, où là, on est plutôt aux alentours de 70 milliards ou plus. Euh, donc, est-ce que ça peut être considéré dedans? J'imagine que oui, mais je pense qu'on parle plutôt peut-être plus du modèle que va présenter Yanis juste après. C'est juste une question de corpus d'entraînement, il n'y a pas d'approche différente. C'est plutôt la taille du modèle, le nombre de paramètres qu'il y a dans le modèle. Ah oui, on parle de Llama, par exemple, qui a un gros corpus. Ouais. Bon, bah, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut observer dans la démo, par exemple. Mais oui, sur le texte que je montre là, on est sur l'ordre de, je dirais, 1,5 seconde si on n'optimise pas, et si on optimise à fond, ce sera beaucoup moins qu'une seconde. Donc ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'un LLM. Euh, ouais. C'est assez dur à mesurer parce qu'en fonction de sur quelle infrastructure on mesure, comment on optimise, etc., c'est pas évident. Mais oui, on peut s'attendre à plusieurs ordres de grandeur plus rapides qu'un LLM. Il y a plus de questions dans la salle. Donc, à distance. On a une question donc, qui dit merci, très belle présentation. Est-il possible de détailler un peu plus la stratégie RAG, notamment quel est le format de la base de connaissances que vous avez choisi? Alors, c'est une très bonne question. Donc là, c'est un travail qu'on n'a pas fait, c'est un article que je cite en bas. Mais l'idée, c'est d'essayer d'exploiter les bases de connaissances qui sont disponibles pour le biomédical, et il s'avère qu'il y en a plein.
En général, les travaux, c'est principalement autour du MLS. Mais donc là, par exemple, ce qui se passe, c'est que on pose une question. Là, c'est What is the nationality of Joe Biden? Et on va demander au LLM d'essayer de faire une requête pertinente dans le graphe. Et donc, il se dit, OK, pour trouver la nationalité, peut-être que je peux commencer par trouver où est-ce qu'il est né. Et du coup, on va chercher dans le graphe, est-ce qu'il y a une relation Joe Biden, lieu de naissance. Si on a ça, ça peut donner une idée pour trouver sa nationalité. Et voilà, on peut faire le LLM peut proposer plein de potentielles requêtes comme ça. Et ensuite, à la fin, il récupère toutes les données, on le remet dans le prompt au moment où on lui pose la question. Et là, il est en mesure de faire un vrai raisonnement basé sur, ah bon, bah, il est né là, il a un diplôme d'ici, etc. A priori, il est de cette nationalité-là. Merci. Il y a une autre question qui est, est-ce que ce raisonnement reste vrai avec les derniers modèles LLM? Gagne-t-on encore en performance? Euh, je pense qu'il faisait... hmm, les derniers modèles comme Llama 3, Mistral, etc. En général, oui, je pense que... du coup, j'imagine que la question fait rapport au continuum pré-training, j'imagine. A priori, oui. En fait, plus les modèles grandissent, moins c'est rentable de faire du continuum pré-training. En fait, il faudra encore plus de ressources pour avoir les mêmes gains. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça avant, c'est qu'a priori, voilà, si les modèles grandissent, il faudra encore plus de ressources pour les mêmes gains, et au bout d'un moment, on atteint une certaine limite, quoi. Il y a une autre question. Peut-on imaginer une extraction automatique dans une observation écrite naturellement des données pertinentes dans un logiciel médical? Ah bah, c'est complètement l'idée de la démo qu'on propose. Et donc, bah, enfin, j'invite la personne à aller. Oula, pardon. J'invite la personne à aller sur la démo et d'essayer avec enfin, des données qu'elle a et d'essayer de voir ce que ça donne. Et a priori, elle devrait voir soit que ça marche, soit que ça marche pas, mais en tout cas, ce sera intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je viens pour vous présenter donc, notre travail sur BioMistral. Donc, BioMistral, c'est quoi? C'est une collection de grands modèles de langue, donc un peu à l'opposé de ce que vient de présenter Rian. Là, on propose des modèles plus gros en termes de taille, donc aussi en termes de temps d'inférence, mais aussi en termes de données utilisées pour l'entraînement. Et on les adapte donc au domaine médical, dans le même état d'esprit qu'a pu le faire Rian, donc avec Camembert Bio. Donc, c'est un travail en collaboration entre les équipes d'Avignon, donc d'Avignon Université, de Nantes Université, du CHU de Nantes et de la clinique des données, donc à l'intérieur du CHU de Nantes. Donc, qui je suis? Donc, je suis doctorant à l'Université d'Avignon, donc je suis d'Avignon. Je suis encadré à 50% par l'Université de Nantes et à 50% par l'Université d'Avignon. Et je suis financé par une entreprise qui s'appelle Zenidoc et qui se trouve donc à Marseille, près d'Avignon. Et mon sujet de thèse porte sur le traitement automatique du langage et de la parole pour le domaine médical. Donc, axé autour de la parole, mais aussi du traitement de cette parole par la suite, donc avec des systèmes cascades, pour traiter donc du texte. Et donc, je publie principalement sur du texte, mais aussi plus récemment sur de la parole. Et je suis actuellement en train de faire un stage chez Deezer pendant 6 mois. Donc, en travaux précédents, ben, comme a mentionné Rian, donc, on a construit comme Dr Berthe, donc, qui est sorti en même temps que Camembert Bio. Donc, Dr Berthe, c'est le même état d'esprit, donc je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Mais en gros, on prend un modèle Berthe, donc l'architecture Roberta, lui prend, on le prend en termes juste d'architecture, donc on ne prend pas les poids qui vont avec. On prend 7 gigas de données issues des mêmes sources approximatives que celles de Rian, et on entraîne donc ce modèle-là sur des 128 GPU, comme il a pu le dire tout à l'heure, donc beaucoup plus de ressources, pour apercevoir au final des gains, certes, mais des gains pas très grands. On a aussi étudié donc avec Dr Berthe la même chose que Rian, donc avec des quantités de données plus faibles, donc de 0 à 100%, en part des paliers de 25%. Et on a observé, donc avec l'architecture Roberta, après sur des données médicales, mais en partant du from scratch cette fois-ci, que le modèle était capable, avec moins de données, de mieux performer. Donc, encore une fois, pareil que ce que a pu voir Rian. Donc, après ces travaux, on s'est dit qu'il y avait quand même un souci avec ces modèles-là. Ils n'étaient pas capables, tout simplement, de répondre correctement à des tâches comme la question-réponse.
la question-réponse est une tâche assez compliquée pour ce modèle-là et qui n'a pas vraiment été résolue jusqu'à présent et qui donne des gros gaps de performance comparé au modèle LLM comme les Mistral qu'on connaît maintenant. Donc, on s'est dit que ça pourrait valoir le coup pour la communauté de voir s'il existait de nouvelles approches, en plus du continual pre-training, pour améliorer les performances de ces LLM et les adapter au domaine médical. Donc, on a fait une comparaison, voilà, c'est juste pour reposer les bases, entre les LLM, donc c'était il y a un an, donc ça a beaucoup changé depuis, donc ChatGPT par exemple, et PubMed, donc BERT, qui était un des modèles présentés par IA dans les baselines. Et comme on peut le voir, en fait, si on prend des tâches hors que le question answering, donc la classification, l'extraction de relations, ça, des vraies tâches utiles pour l'industrie, dans ces cas-là, les LLM sont vraiment très mauvais dès qu'on les évalue avec des métriques comparables avec un certain biais entre les deux, mais le plus comparable possible. Et dans ces cas-là, on peut voir clairement qu'en fait, si vous avez de la donnée, de préférence en bonne quantité, et que vous utilisez donc ces modèles plus légers, donc BERT, vous avez des meilleures performances de loin comparé au LLM. Mais il faut avoir des données. Donc, d'un côté, donc, ces systèmes-là, on les a utilisés en production. Donc, le Dr BERT, on l'a utilisé en production, donc on-premise dans les hôpitaux. Donc là, je crois que c'est une démo du GSICL, donc Groupement Hospitalier de Lille. Et donc ici, par exemple, on prend la transcription donc, qui sort de notre système d'ASR, qui est fait par nous, par Zenidoc. Et à partir de là, donc, on propose au médecin ou à la personne qui va faire la codification des codes CCM ou des codes SIM10 adaptés au compte rendu opératoire ou n'importe quel type de transcription que la personne est en train de traiter. Donc, le but ici, ce n'est pas de faire une proposition qui va être forcée aux praticiens, mais c'est de proposer des choix possibles dans la recommandation de code. Au moins, ça fait gagner du temps potentiellement aux personnes qui codent. De même pour la structuration des ordonnances, alors là, c'est exactement ce que vient de présenter Rian. Donc là, on parle encore une fois de la parole. Et à partir de cette parole-là, donc, on a des ordonnances. Donc, c'est du speech transcrit pour les ordonnances. Donc, c'est de format texte brut. Donc là, il faut aller structurer l'information. Et on transforme ça en vraie ordonnance imprimée, structurée, et on envoie ça au service directement. Et donc, là, encore une fois, on va, grâce à Dr Bert, faire pareil, donc faire l'entité nommée, aller chercher les entités qui nous intéressent, donc le médicament, la posologie, etc. Et à partir de ça, essayer à trouver des relations entre les différentes entités et faire des propositions. Et le médecin ou la personne qui va faire l'ordonnance après peut sélectionner ce qu'il veut dans son ordonnance. Donc ça lui fait gagner un temps fou et c'est beaucoup plus rapide et plus sympa à utiliser que de taper tout à la main sur Word. Donc, par la suite, donc, on est parti sur l'idée que il serait intéressant donc, d'explorer ces large language models pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tout ça, et plus particulièrement voir sur la question-réponse, un peu comme la première présentation, voir qu'est-ce qui était possible en termes de questions-réponses brutes avec ces modèles-là, sachant qu'on veut les adapter au domaine médical. Donc, on est parti donc, de Mistral et pas d'un autre modèle, parce que à l'époque où on a fait ce modèle-là, Mistral, donc 7B, était le modèle le plus performant comparé au modèle le plus performant qui existait, c'était Yamaha 2, 70 milliards de paramètres, et Yamaha 2, 13B, donc 13 milliards de paramètres. Donc, en termes de performance, un Mistral 7 milliards de paramètres était équivalent à un Mistral 7 milliards, était comparable à un Yamaha 2, 13 milliards. Donc, beaucoup moins de paramètres, donc plus facile à lancer en interne. Et là, on tourne sur des 4 gigas de RAM dès que c'est quantisé, donc beaucoup plus adaptable que les modèles 13 milliards ou 70 milliards. Donc, on est parti donc, du constat qu'il n'existait pas de modèle open source qui était open source complètement, dans le sens où la plupart des modèles comme Meditron utilisent en partie des données qui sont issues de sources privées, ou du moins des sources qui n'autorisent pas le partage ou l'usage commercial. Donc, nous, on a fait quoi? On est parti, je ne sais pas si c'est un slide suivante, ouais. On est parti donc de PubMed, donc les articles scientifiques de PubMed, et on a pris 3 milliards de tokens, donc comparé à 20 et quelques millions, là ça commence à faire énormément de tokens, donc on rentre dans des échelles qui n'ont plus vraiment de sens, contre 15 trilliards pour Meditron. Donc beaucoup moins de données que Meditron, beaucoup plus de données qu'un modèle BERT classique,
Et à partir de ça, donc, on a essayé de privilégier donc, les langues autres que l'anglais pour faire en sorte que notre modèle fonctionne mieux sur le français, sur l'italien, les langues indo-européennes principalement. Et donc, on a chargé PubMed, on a pris toutes les données des langues autres que l'anglais, on a pris ça en premier, et après, on l'a comblé jusqu'aux 3 milliards de tokens avec de l'anglais. Et donc, à partir de ça, on a entraîné notre modèle dans le but donc, d'obtenir un entraînement très similaire à ce que Hugging Face avait pu faire avec Zephyr, donc qui était le premier modèle qui avait été entraîné à partir de Continual Pre-train, à partir de Mistral. Donc, c'était une tâche très difficile parce que les hyperparamètres sont assez difficiles à gérer. Et c'est des modèles de plus en plus compliqués à Continual Pre-train, contrairement à des modèles BERT où c'était beaucoup plus facile à l'époque parce qu'il y avait beaucoup moins d'hyperparamètres à gérer. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Et en termes de puissance de calcul, on s'est dit cette fois-ci, on va éviter de faire 2500 heures de calcul. Ça n'a plus trop d'intérêt, c'est pas faisable en termes d'industriel. Donc, on a limité, on est encore à 600 heures de calcul, mais on a 32 GPU à 100, donc c'est le plus gros des GPU existants sur le marché à l'époque où on a fait des expérimentations, pendant 20 heures sur Jongé. Donc, pour évaluer tout ça, donc pour évaluer ce modèle qui est sorti donc, de ce continual pre-training de ces 3 milliards de tokens, on a choisi donc des tâches, ici en anglais initialement. Donc, on a choisi plusieurs corpus. Donc, MMLU, c'est le corpus qu'avait présenté rapidement Rian tout à l'heure, mais on a pris uniquement les données liées au médical pour ne garder que ce qui a d'intérêt pour nous. Parce que le côté généraliste, on s'en fout un peu dans notre cas parce qu'on veut améliorer les performances du côté médical. Et on a pris tout, en fait, tout simplement, toutes les données qui avaient été utilisées par Microsoft pour évaluer GPT-4 sur le médical. Donc, à partir de là, on a donc beaucoup de données de sources différentes, mais on s'est dit, on n'a pas de langues différentes. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de voir comment se comporte ce type de modèle dès qu'on traduit ces données-là donc, sur d'autres langues. Donc, on a traduit donc, avec GPT 3.5 Turbo, donc l'API de OpenAI, ces données, donc, qui sont des données libres, en 7 langues. Donc, on a pris l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, en anglais c'est la langue de base, le russe, le français, le portugais. Donc beaucoup de langues, des langues principalement indo-européennes, mais on a aussi donc l'allemand et l'arabe et le chinois qui sont vraiment très différents, et le cyrillique avec le russe. Mais donc on a des langues assez variées, mais quand même qui sont proches de ce que nous on a besoin en proximité de la France. Donc à partir de ça, on a donc pris notre modèle BioMistral, donc qui venait d'être entraîné. On a encore suivi la même guideline que GPT-4, donc Microsoft, et on a pris donc la même prompt que eux. Donc la prompt, c'est ce qu'on lui donne en entrée du modèle. Donc ici, on lui donne quoi? On lui donne une instruction. Donc on te demande de répondre à des questions à choix multiples. S'il te plaît, réponds avec une seule réponse. Et après, on lui donne la question. Donc c'est souvent des cas cliniques. Et ensuite, on lui propose, donc en ouvrant des parenthèses et en lui proposant une lettre, on lui propose des choix. En fait, c'est des réponses possibles. C'est pas des réponses ouvertes. C'est-à-dire que le problème avec les réponses ouvertes, c'est que c'est totalement impossible à évaluer ou presque impossible à évaluer. Alors que si on se limite à des questions fermées, on sait facilement, grâce à cette méthode-là, quelle lettre le modèle va choisir. Et en fonction de la lettre qu'il a choisie, on sait quelle réponse il pense qui est correcte ou qui n'est pas correcte, en l'occurrence. On lui demande donc de générer une seule lettre. Donc on ouvre la parenthèse, on lui demande de générer un seul token pour contraindre le système à ne générer que quelque chose qui est facilement évaluable. Donc à partir de ça, voilà, il y a le schéma d'instruction juste à côté. À partir de ça, donc on a fait une évaluation. On a fait plusieurs évaluations même. On a fait une en 3 shots, donc qui est un peu le contexte que tout le monde utilise ici, je pense. Donc on prend le modèle, on lui donne une prompt donc la même que celle d'avant, et on lui donne donc en même temps que cet exemple-là, qui est l'exemple qu'on souhaite répondre, on lui donne 3 exemples similaires avec la réponse incluse. Donc pour ce faire, hein, donc on a pris de façon random des éléments donc dans le corpus d'entraînement pour ceux qui avaient des corpus d'entraînement. Et pour un des corpus, il n'y avait pas de corpus d'entraînement. Donc là, on a pris un autre corpus d'entraînement, on a pris des questions qui étaient similaires. Donc à partir de là, donc, on a eu BioMistral. Donc on va se passer des détails sur tous les corpus. On va juste, si possible, regarder que la fin, donc l'averaging, donc la moyenne sur toutes les tâches. Et donc si on regarde comparé à Mistral 7B, donc Instruct, donc notre modèle perd en performance. On s'est dit, ben là on voit concrètement la limitation du continual pre-training. On prend le modèle, on lui donne 3 milliards de tokens, qui est rien comparé à ce qu'il a vu de base. On ne sait pas exactement combien il a vu de tokens, mais il a dû en voir au moins, je pense, 200 ou 300 fois plus.
Donc, c'est une goutte d'eau comparé à ce qu'il a eu de base, et même ça dévie les poids vers quelque chose qui n'est pas bon. Donc, on s'est dit, ben, il y a un problème avec cette façon d'entraîner les modèles. Peut-être qu'on n'est pas sur le bon axe. Peut-être qu'il faudrait aller chercher l'information dans ce modèle qui a été modifié. Donc, on a fait en quelque sorte une soustraction du modèle Mistral avec le modèle BioMistral pour voir qu'est-ce qui a changé entre les deux. Et à partir de ce qui a changé entre les deux, on a créé un vecteur. Ce vecteur-là est un peu le vecteur du thème médical, on va dire. Et à partir de ce vecteur-là, on s'est dit, ben, si on applique ce vecteur-là, c'est ce qui avait été fait dans les précédents travaux, si on applique ce vecteur-là sur tout le modèle, potentiellement, ces petites informations qu'il a pu capter sur le médical peut se propager sur le reste du connaissance du modèle. Donc, on a fait ça. Il existe trois types de méthodes, donc DAR, TIES et SLERP. Donc, TIES et SLERP, c'est des méthodes très mathématiques. C'est simplement des différences sphériques entre les modèles, donc c'est vraiment rien de compliqué. Et DAR, c'est un peu plus compliqué, je dirais. On cherche à voir l'activation des modèles. Donc, on regarde quel est le changement, quelles sont les zones du modèle, comme les zones du cerveau, qui sont activées quand on lui pose une question. Et à partir de là, on isole les points qui sont intéressants et on les applique. Voilà, donc un peu plus complexe. On a ensuite pris des baselines, donc des systèmes comparatifs, donc tous les systèmes existants, sachant que la moitié d'entre eux ne sont pas totalement ouverts, totalement open source, puisqu'ils utilisent des données qui sont à usage commercial interdit. Et on a comparé ça avec GPT 3.5 Turbo, qui est déjà un modèle très intéressant, mais qui a des contraintes, puisqu'on ne peut pas l'utiliser on-premise dans les CHU, et donc, en fait, il est tout simplement inutilisable dans la réalité pour pour les conditions cliniques. Donc, ensuite, on a fait alors, une deuxième variante, c'est une variante qui nous a souvent été demandée, c'est une version supervised, donc, où on apprend, on a des données d'entraînement cette fois-ci. Et donc, on utilise Cullora, donc Cullora, c'est une méthode où, pour faire simple, on diminue le nombre de poids qui sont appris du modèle afin de faciliter son apprentissage. Et encore une fois, on applique en faisant un merging entre la nouvelle matrice qu'on entraîne et le modèle en entier dans le but de, encore une fois, impacter les poids du modèle. Bon, pour faire simple, c'est une méthode qui coûte, je dirais, 50 fois moins cher à entraîner que le modèle original, puisque le modèle original, tout simplement, prend 180 gigas de mémoire vive, GPU, pour être entraîné. Donc, ce n'est pas possible. Techniquement, il n'existe pas, il en existe un, mais il n'existe presque pas de GPU existant pour pouvoir faire tourner ce genre d'apprentissage. Donc, on est obligé de prendre un apprentissage plus simple. Et dans ce cas-là, donc, on utilise les données d'entraînement qui sont assez nombreuses et on fait les mêmes expérimentations. Donc ici, contrairement à précédemment, on gagne avec BioMistral un petit peu, donc on gagne 2%. Encore une fois, c'est pareil qu'avec les modèles BERT, on ne gagne pas beaucoup, on gagne très peu. Par contre, dès qu'on reprend uniquement les poids qui ont été modifiés entre les deux et qu'on applique ces poids-là sur l'entièreté du modèle, cette fois-ci, on a des performances bien plus élevées que le modèle initial. Donc on passe du 55,9 au 59,4, donc un énorme gain pour des modèles, on va dire, spécialisés comparé à ce qui se faisait précédemment. Donc, depuis, il y a des nouveaux travaux qui sont sortis qui font aussi la même approche que la nôtre, identique, sauf qu'ils appliquent ça aussi sur des différentes langues, le français, l'anglais, etc. Ils font en fait la même étape que nous, mais ils isolent après sur la langue ou ils isolent sur un domaine. Ils rappliquent encore une fois ces paramètres, ce vecteur-là sur les paramètres du modèle. Donc, très intéressant. On a aussi eu la chance de dépasser donc OpenAI, donc avec GPT 3.5 Turbo, sur la tâche PubMedQL, qui est une tâche de questions-réponses assez simple pour être très honnête. Rapidement, la quantification. Donc, jusqu'à présent, aucun travaux n'avait été fait sur le domaine médical sur l'impact de la quantisation sur les performances des modèles. Donc, dans notre cas, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant d'utiliser des méthodes de quantisation assez modernes. Quantisation, pour faire simple, c'est on prend un modèle qui fait 30 gigas, on le fait baisser jusqu'à 3 gigas dans le but de le faire tourner sur des machines qui n'ont pas la capacité de le faire initialement. Donc le but, c'est de permettre à ces modèles-là de tourner sur des serveurs de CHU, des serveurs ou des laptops, et de pouvoir, sur le site, faire ces calculs. Donc on a évalué donc, ces modèles-là. Encore une fois, il y a une méthode qui s'appelle AWQ, qui est une méthode qui utilise le même concept. Donc on va chercher l'activation dans le modèle pour chercher à garder uniquement les poids qui sont pertinents aux questions qu'on cherche à répondre, les questions qu'on cherche à répondre. Et donc, en faisant de cette façon-là, on gagne encore en performance par-dessus le fait de réduire la taille du modèle. Voilà. Et en termes de quantité de
mémoire vive prise par ces modèles-là, comme on peut le voir. FP16, c'est le modèle de base. Donc, on prend 16 gigas en VRAM et on prend 40 secondes pour traiter tout le corpus qu'on avait. Et en faisant la quantisation la plus basique, celle qui existe par défaut sur Hugging Face, en 4 bits par exemple, on se retrouve avec un modèle qui fait 5 gigas. Donc là, à peu près tout le monde sur ces ordinateurs peut le faire tourner. Et par contre, ça prend 133 secondes. Donc c'est 3 fois plus long que ce qui était initialement. Donc on a proposé une méthode intermédiaire qui est une méthode existante déjà dans la littérature, qui est AWQ. Et donc ici, on fait l'intermédiaire, donc on a beaucoup moins de RAM qui est utilisé, seulement 4,6. Et dans sa version GEM, on gagne un peu de temps, on perd un peu de temps de référence comparé au modèle initial, mais on reste très rapide et donc utilisable dans des scénarios de production où réellement on va faire tourner un modèle. Je vais passer cette étape-là, c'est le côté vectoring, voilà. Et pour faire simple, bon, cette partie-là, je pense que je ne vais pas aller trop loin. En gros, on a remarqué que malgré le fait qu'on gagnait en performance avec nos modèles, on perdait en certitude du modèle. C'est-à-dire que le CE, en soi, c'est une méthode pour savoir est-ce que le modèle est sûr dès qu'il fait sa prédiction. Par exemple, on peut lui demander à quel point tu es sûr que le patient est malade. Si tu veux prendre le score et que tu prends en compte ce score dans ta façon de traiter la donnée, ben, tu peux te retrouver avec un modèle qui est, dans le cas, moins certain que les autres modèles. Donc, il peut dire, oui, je pense que le patient est malade, mais il va être certain à 40%, ce qui n'est pas le cas des modèles Yamaha, où ils sont beaucoup plus sûrs à 70%, mais il fait souvent des erreurs, il les fait avec moins de certitude, en quelque sorte. Et voilà, donc pour faire un résumé, donc on a rendu notre modèle public il y a de cela 2 mois et quelques, je crois. On a actuellement 116 000 téléchargements, donc il a plutôt bien fonctionné, je pense. On a publié à côté de ça un article scientifique, donc il sera présenté à la conférence ACL 2024, donc il va se dérouler à Bangkok. Et ouais, il y a énormément d'industriels qui sont venus vers nous et qui nous font des retours sur l'usage de ces modèles-là. Et le plus gros des modèles, c'est le modèle principal, avec 20 000 téléchargements il n'y a pas longtemps. On a aussi une démo publique disponible, si vous voulez la prendre en photo. Sinon, c'est disponible sur notre Hugging Face, donc le Hugging Face de Biomistral. Et vous pouvez interagir. Alors là, c'est une démo qui nous a été financée par Hugging Face. Donc, ils nous financent les GPU. Donc, vous pouvez interagir avec le modèle et c'est totalement gratuit. Et derrière, vous pouvez expérimenter, voir ce que ça donne sur vos données à vous, sans vous soucier du fait de le lancer sur votre machine, qui peut être parfois un peu compliqué. Donc, super intéressant et merci surtout pour Hugging Face, qui est aussi français. Pour finir, donc en termes d'usage industriel, donc encore une fois avec Zenidoc, nous on utilise par exemple Biomistral sur les comptes rendus de constellation, les comptes rendus opératoires. Donc on prend par exemple, c'est fictif, mais le compte rendu à côté en termes de speech. Donc on a avec Pianote distingué les différents locuteurs, donc vu que c'était un dialogue, et donc qu'on pouvait voir locuteur 1, locuteur 0, etc. Et à partir de là, donc on va structurer cette information-là pour aller chercher donc les antécédents du patient, aller chercher les symptômes du patient, etc., de sorte à faire un résumé permettant au médecin de ne pas perdre son temps à aller chercher dans tout le compte-rendu, toute la transcription du discours, les moments importants. Et donc ensuite, donc, comme j'ai dit, peu de travaux, donc peu de performances sur les modèles Alors, ces modèles-là sont peu performants sur les langues autres que l'anglais, mais depuis, il y a eu des travaux, donc je ne vais pas m'étendre sur ça, donc c'est beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques semaines. Et donc, ouais, ça pourrait être intéressant d'adapter linguistiquement avec d'autres méthodes, un peu comme les méthodes qu'on a utilisées ici, sur d'autres langues potentiellement, ou sur des groupements de langues. Si on utilise des groupements comme les langues indo-européennes, on serait dans la possibilité de gagner en performance et de généraliser entre l'italien, l'espagnol, le français, par exemple, beaucoup plus facilement. Et donc, ça pourrait être intéressant, ce qui n'est pas le cas la plupart des modèles. Souvent, ils utilisent chaque langue indépendamment ou mettent toutes les langues en même temps, sauf que mettre du chinois avec du français, ça n'a pas trop d'intérêt. Et pour finir, j'ai entendu une question tout à l'heure sur l'évaluation réelle dans les cas concrets. Donc, on est en train actuellement d'évaluer donc dans le cadre fermé et on-premise notre modèle donc avec des médecins, des interactions directes donc au CHU de Nantes dans le cadre de l'ANR malade. Donc, il y a une ANR entre Marseille, Avignon et Nantes. Et voilà. Avez-vous des questions? Donc, tu disais que le modèle le plus téléchargé, c'est celui de base Biomistral. Mais est-ce que tu n'aurais pas envie de dire que celui qu'il faut se diriger par défaut, c'est celui d'Air ou Slerp, par exemple? Alors,
Pourquoi par défaut? C'est pour ceux qui lisent le papier? Non, je veux dire, imaginons que je vais l'utiliser pour n'importe quelle tâche. Alors moi, moi, je recommanderais d'utiliser Dart, parce que c'est plus performant, celui qui généralise le mieux. Par contre, vu qu'il n'y a pas grand monde qui lit les papiers, par définition, ils utilisent le modèle par défaut, celui-là qui semble être le plus pertinent. Mais au final, oui, effectivement, il faudrait utiliser le modèle Dart. D'autant plus qu'on fournit maintenant des versions de Dart et de tous les autres modèles en quantisé, donc vous pouvez facilement, très facilement, les lancer sur vos machines. D'autant plus que maintenant, Hugging Face, depuis, je crois, 2 ou 3 semaines, gère directement la quantisation. Donc, vous pouvez prendre un modèle, par exemple, lui, qui est quantisé, le charger et directement, il se chargera quantisé sur votre machine super facilement. Et voilà, je recommande vachement les modèles d'art et d'art surtout quantisé. Oui, madame. Merci pour vous deux. La question est pour vous deux. Qu'en est-il de la confidentialité et du secret médical dans tous ces usages? Alors, super intéressant. Bon, ben, dans le cadre déjà de notre modèle, il n'y a pas de données privées. Donc, pour faire simple, il n'y aura aucune donnée privée issue de sources cliniques qui peut sortir du modèle, parce qu'il ne les a jamais vues, du moins par nous. Euh, En termes de privé, en termes d'usage, vous pouvez le lancer sur site. Donc, vu qu'on a proposé les méthodes de quantisation et on propose les modèles déjà quantisés, vous pouvez déjà les charger avec des outils existants comme Oyama, par exemple, qui sont super simples d'usage, et les utiliser en interne sur un CHU ou même sur votre ordinateur, et les utiliser. Donc, techniquement, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, donc il n'y a pas de souci. Cependant, ça n'enlève pas tous les biais qui existent au modèle. Le modèle peut très bien vous proposer de vous suicider euh, parce qu'il n'est pas contrôlé. Il n'a aucune restriction, il n'a aucun checking sur quoi que ce soit. Donc, si il génère quelque chose, il peut générer quelque chose qui peut vous mettre en danger, ou qui peut mettre en danger un patient, ou qui est factuellement faux, tout simplement. Vous pouvez repasser la diapo, notez l'exemple là. Oui. Vous pouvez repasser. Lequel exemple? Celui-là? Ouais, celui-là, ouais. J'aurais une deuxième question. La deuxième question, en fait, moi, je suis médecin clinicien, j'ai près de 40 ans d'exercice derrière, et maintenant, je suis plus dans les versants d'expertise médicale. On a des gros dossiers à traiter avec toute catégorie de données, où avant, on écrivait en papier, puis après, on tapait, donc les comptes rendus sont énormes. Et un des objectifs de ma venue ici, c'est d'essayer de voir et réfléchir comment ces stratégies d'utilisation d'IA et de ChatGPT et tout pourraient nous aider dans l'analyse d'extraction de données pour gérer des dossiers d'expertise médicale, c'est-à-dire des dossiers juridiques. Alors, j'ai déjà assisté à Montpellier, il y avait un congrès sur les robots et l'analyse de certaines plaintes. Et puis là, on est dans le cadre du pénal, des assises, des cours de cassation, etc. Et on réfléchit sur la façon dont l'IA pourrait nous aider et comment l'implémenter avec le secret ultimum, puisqu'on n'a pas le droit à aucun moment. OK. Ouais. Donc, je vais demander, je vais prendre vos coordonnées après, pour qu'on puisse essayer de voir une fois vous inviter à une de nos conférences et vous présenter des choses comme ça, surtout que vous avez déjà travaillé avec la PHP, dont je fais partie. Non, moi jamais avec la PHP. C'est le seul avec qui je vais la mettre. Peu importe, il y a le CHU de Nantes, les étudiants, on travaille tous globalement pareil, un patient reste d'accord. Oui. Mais, alors, très intéressant. Alors, en tant que chercheur, je vous dirais qu'il existe 1000 façons différentes de mettre de l'information dans un modèle. Soit vous étendez la taille du contexte. Donc, ces modèles-là, je crois, ils prennent 2048 tokens, mais ils peuvent aller jusqu'à 16 000 tokens, par exemple, ou plus. Donc, vous étendez la fenêtre, donc vous pouvez mettre plus de contenu à l'intérieur. Par contre, ça vous fait mettre absolument tout ce qui existe. Le problème étant, c'est que l'attention de ces modèles-là est soit quadratique, soit logarithmique. C'est-à-dire que plus vous mettez de données, plus le temps pour qu'il vous donne une réponse sera long. Donc, à un moment donné, vous mettez beaucoup de documents, il ne vous donnera jamais une réponse. Il n'y a pas assez d'atomes dans cet univers pour qu'il vous réponde. Par contre, ce qui est faisable, c'est de traiter donc, ça comme un problème, on va dire, de retrieval. Vous allez chercher les documents dans une base de données qui sont les plus intéressants, par exemple. Vous allez faire de la distance sémantique entre ces documents. Vous allez chercher, je ne sais pas, les 10 documents les plus intéressants. À partir de ces 10 documents les plus intéressants, vous demandez pour chacun des documents à LLM de vous faire un résumé, par exemple. Et à partir de ces résumés de taille assez réduite, vous donnez ces résumés-là dans un modèle qui, lui, de taille conventionnelle. Et là, il pourrait vous donner potentiellement une opinion sur ces différents documents.
Voilà. Par Nous, contre, il nous faut tous les documents. oui, vous avez tous les Regarde, documents. se cache, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Oui, oui. Par contre, il y a des informations particulièrement intéressantes et de l'autre qui n'est pas du tout intéressante dans ces documents-là. Vu que jamais il y aura la possibilité de mettre 10 000 documents dans un modèle, je pense, du moins directement dans le modèle, il faut envisager des méthodes intermédiaires, soit par aller chercher peut-être des vecteurs ou des graphes, comme il disait. Donc, aller chercher, c'est exactement ce qu'il a présenté avant. Et vous pouvez avoir un nœud, un graphe énorme avec plein de documents qui sont liés peut-être par une distance sémantique, une distance en termes d'information entre les deux. Et à partir de là, aller chercher donc à intégrer ce graphe-là dedans les LLM. Donc, c'est, je pense, les travaux que fait actuellement Rayon. Oui. Et au moment où vous parliez de la réduction à des modèles plus faciles à faire tourner sur des laptops, etc., donc vous disiez qu'on arrivait à obtenir des modèles avec de bonnes performances, qu'il y avait une différence qui se faisait sur qu'ils annonçaient qu'ils avaient moins de certitude sur la réponse donnée. Ça, c'est pas dans le cadre des modèles quantisés, c'est dans le cadre des modèles normaux. Voilà. Alors, ma question concernait quand même cette notion de certitude. Je suppose que c'est un niveau plutôt de probabilité fourni par le modèle. Donc, je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient été un peu faites pour savoir si ça correspondait vraiment à un bon niveau de bonne et mauvaise réponse, si ça correspondait à la réalité. Alors, il existe plein d'études sur la certitude, du moins autour de la certitude, je dirais, parce que qui traite directement la certitude, il n'y en a pas énormément. Je dirais que si je prends un article que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, si vous flattez uniquement le modèle, c'est-à-dire vous lui dites s'il te plaît, donne-moi cette réponse, ou va te faire foutre, donne-moi cette réponse, donc l'opposé total, vraiment, et ils ont fait ça dans l'étude, en parlant très mal et très bien au modèle, eh ben, ça change totalement sa façon de percevoir les choses. Il peut être très sûr, comme être absolument pas sûr. Ce qu'ils ont pu prouver, c'était que si vous le flattez, il sera toujours sûr de ce qu'il dit. Donc, peu importe ce que vous lui donnez en entrée, vous lui donnez la pire connerie du monde en entrée. Si vous lui disiez, s'il te plaît, peux-tu me répondre à cette question à partir de ce document, il vous dira tout le temps quelque chose qui vous arrange et que vous voulez entendre. Donc, Et puis la langue aussi est importante, selon la langue avec laquelle on pose la question. Oui, bien sûr. Donc, voilà, ça commence à se faire. Il y a plus de dépendance au prompt, à la formulation de la question qu'à la vraie réponse elle-même. Oui. Alors, scientifiquement, c'est compliqué de pouvoir justifier ça, parce qu'en fait, il n'y a aucune étude qui a pu comprendre actuellement pourquoi en fait, le prompt a autant d'interactions sur l'information. Est-ce que c'est l'attention qui se fait dans la séquence qui n'est pas la même en fonction des mots qu'il a vus précédemment? Parce que si tu le flattes avant, peut-être que dès qu'il est flatté, il donne toujours une réponse positive, donc peut-être ça augmente les probabilités de toutes les possibilités dans l'arbre des possibilités qui sont liées au positif. Donc peut-être c'est ça, mais peut-être c'est lié à totalement autre chose. C'est peut-être le nombre de caractères qu'il y a dans la phrase. Peut-être les phrases qui sont positives sont plus longues. En fait, il y a tellement de façons de voir la chose que c'est un peu compliqué de comprendre pourquoi ces prompts, dès qu'elles sont modifiées, posent autant de problèmes ou marchent aussi bien. D'autres questions? Oui. Sur la partie use case là, que tu présentes sur cet exemple-là, j'essaie de comprendre la démarche, parce que tu disais justement que le fait d'entraîner un LLM comme ça dans le biomédical, c'était avant tout pour répondre mieux à la question aux questions-réponses. En fait. Question-réponse, et puis reformulation aussi, j'imagine. Mais dans le use case que tu présentes ici, il semble que tu fais une première partie d'extraction d'entités nommées, comme use case premier. Hein. C'était dans le cadre des travaux de Dr. Bert, c'était les travaux précédents. Là, dans celui que tu présentes là, il n'y a pas une première étape d'extraction, tu disais... Ici, il n'y a pas d'entité nommée. C'est direct, on a tenté les deux, mais l'entité nommée n'apporte pas grand-chose. Là, c'est sans entité nommée, donc là, c'est transcription de la parole, détection du locuteur, donc qui parle quand, et à partir de ça, on lui demande donc de faire un résumé, donc en lui donnant spécifiquement une prompt qui lui dit structure-moi les symptômes, les antécédents, etc., et de remplir ces zones-là par l'information qu'il trouve dans le texte. Ok. Et comment tu décris la tâche de détecter justement qui sont les interlocuteurs? Ça, je comprends. Ça c'est Pierre Note, ça. Donc c'est... Alors j'ai oublié le nom de... C'est un autre Français qui a fait ça. C'est une tâche qui est pas liée du tout à LLM, ça. Donc là, c'est de la parole pure. Donc on prend le signal de parole. On va aller segmenter le signal de parole en fonction de la représentation du locuteur, donc du speaker. Bon, c'est totalement différent. Voilà. Et c'est aussi des travaux de mon laboratoire. Ok, c'est intéressant. J'ai une deuxième question si je peux enchaîner.
la partie entraînement, il me semble que du coup, dans le type de données sur lequel tu as entraîné, vous avez entraîné le modèle, du coup, c'est essentiellement autour de PubMed. Il y a peu de documents qui ressemblent à des consultations médicales. Ouais. Est-ce que le use case sur les consultations médicales est performant? Et ensuite, derrière ça, est-ce que la quantisation, justement, n'est pas une méthode qui, par définition, va rendre plus data spécifique le modèle résultant d'entraînement? Oui, en quelque sorte. Et du coup, est-ce que il y a une grande perte quand on change de type de document, notamment sur la question des consultations par rapport aux documents articles scientifiques? Oui. Donc, alors, est-ce que dès qu'on change le type de document, ça change complètement la façon dont on l'interprète? Oui, totalement. Ça, c'est connu depuis un bon moment. Donc, en fonction du type de document que vous lui donnez, ça marchera ou ça marchera moins bien. On a testé d'entraîner donc un biomistral sur Mimic 3 et Mimic 4, mais vu que les médecins écrivent de façon relativement déconstruite, on se retrouve avec des modèles probabilistes qui n'arrivent pas à capturer cette probabilité-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de probabilité, c'est la façon dont c'est écrit. Et donc, on n'a pas réussi à entraîner ce modèle-là, et d'autres personnes n'ont pas réussi à entraîner ce modèle-là. Donc, très compliqué. Ensuite, je ne me rappelle plus des deux premières questions. Oui, c'était sûr. Parce qu'il y en avait quatre. Oui, un truc sur PubMed, très intéressant. Le fait d'avoir utilisé PubMed, par contre, biaise énormément le modèle. Ça, on a eu des retours de la part de médecins américains, qui utilisent en anglais, en l'occurrence, et énormément de biais liés au Covid. Vu qu'on a fait une extraction de tout ce qui était possible, mais qu'on a trié donc, par année les plus récentes, on s'est retrouvé avec un biais énorme sur le Covid. Donc, dès que vous lui donnez n'importe quel symptôme lié à un problème respiratoire, c'est le Covid. Ça ne sert à rien de se poser la question, c'est le Covid par défaut. Et c'est le cas aussi de tous les autres modèles qui ont utilisé PubMed, parce que souvent, on cherche à mettre le maximum de données ou à chercher la donnée la plus pertinente, mais on ne fait pas attention à ces biais-là. Donc là, c'est une des ouvertures qu'il y a vers un autre article, où il faudrait en fait voir comment débiaiser ces modèles-là. Donc, ça serait intéressant de voir comment ça se passe. Je vous écoute. Si je te reformule, tu disais qu'en termes d'efficacité par rapport à un spécialiste médical, quand c'est du QCM, la machine est meilleure que l'homme. Est-ce que j'ai compris? Vous n'irai pas jusqu'à là, parce qu'elle n'arrive pas à avoir 100%. Donc, mais vous êtes à 80-90%. Déjà, alors, je ne vais pas répondre à cette question. Ouais. Je vais répondre par autre chose. Vous prenez deux humains, vous leur demandez d'annoter le même document, ils ne seront pas d'accord entre eux. Donc, à partir de là, je pense que ça ne sert à rien de se poser ce genre de questions. Parce qu'on a essayé de faire annoter certains documents, entre autres avec les SIM10 et les CCM par des médecins. Vous pouvez en prendre trois. Les trois auront une interprétation différente du code. Je ne parle pas d'annotation, je parle de... Oui, mais la réponse peut être différente. Pour la médicale, quand tu m'as dit un spécialiste, c'est à la machine. Quand c'est du QCM, d'après ce que j'ai compris, la machine est meilleure. D'accord? Parce que c'est pas... Quand c'est des questions ouvertes, est-ce que c'est le cas? Elle est encore moins bonne. Le modèle est moins bon que l'humain, par définition, parce qu'il est totalement biaisé et il ne ressort que ce qu'on lui a donné en entrée. Sur des QCM ABCD. Ah oui, même sur des QCM ABCD. Il n'arrive pas à 100%, donc à partir de là, il n'est pas meilleur que l'humain. Mais l'humain n'est pas... Le spécialiste se trompe aussi. Hein. Oui, alors ça, il y a une étude de Stanford qui montrait à partir des niveaux d'études différents. Et ben, en fait, c'est pareil qu'avoir un étudiant qui vient d'entrer en médecine, d'avoir un modèle comme ça. Donc c'est pas pertinent. Moi, j'avais l'impression que c'était plus pertinent que le médecin junior senior, mais même que le senior, que la machine est meilleure que le... Elle sera peut-être, je pense qu'il ne sera jamais meilleur, je ne dirai jamais, mais il sera peut-être plus rapide dans certains contextes, dans certaines tâches, mais il ne sera jamais meilleur que lui-même. On l'a vu, par exemple, il y a un exemple pour compléter ce que vous dites, c'est qu'il y a une réunion un peu intime sur l'utilisation de l'IA dans la détection des cancers, c'est à l'Institut Curie. Et en fait, l'avantage de l'IA, c'est que d'abord, il ne fatigue pas, il travaille jour et nuit, il ne râle pas, il ne fait pas. Et ils ont mis des lames de biopsie pour détection du cancer de la prostate, des ovaires, etc. En agrandissant, donc, il est éduqué, entraîné pour bien détecter les cellules cancéreuses.
Et à ce moment-là, il les détecte très bien, il les compte, il agrandit. Et là où l'œil humain, on est sur 15 à regarder sur les microscopes pour pouvoir détecter le nombre de cellules tumorales par rapport au nombre de cellules myélinaires, l'IA, elle est hyper performante. En revanche, il faut être derrière parce que l'erreur, parce que c'est l'entraînement des humains qui l'a fait. Il y a eu toute la Mayo Clinic des États-Unis qui est devenue voir parce que dans le monde, c'est la seule structure qui l'a utilisé aussi bien. Et il y a quand même encore beaucoup à faire. Je me permets de rebondir une dernière fois, je pense qu'après on peut arrêter. Voilà, c'est des modalités différentes. Donc, ça fait rebondir sur les travaux que je fais chez Deezer. Donc, chez Deezer, on traite de problèmes similaires pour la détection de contenu faux, donc les deepfakes, etc. Un humain, d'accord, il ne va pas percevoir que la fréquence F0 entre 0,1 et 0,1 millisecondes, elle est au-dessus de la moyenne et que ce n'est pas possible pour un humain. D'accord, la machine y arrive. Par contre, dans une modalité comme le texte, où en fait c'est juste du langage simple, on a des mots, on a peut-être il y a peut-être une certaine sémantique de la phrase qui ne peut pas être perçue par l'humain, mais qui est perçue par la machine. Mais je ne peux pas dire que l'humain est meilleur que la machine sur le texte. Par contre, sur la parole et sur l'image, il peut, dans certains cas, avoir une machine mieux que l'humain, ou du moins un humain pas particulièrement super compétent. Merci beaucoup, Yanis. On va couper pour, mais on aura l'occasion d'en reparler autre. J'introduis Lauriana, qui est chef de projet Open Science au ETHUB, qui va conclure ce meeting. Merci beaucoup, Valentine. Donc, on va faire ça assez rapidement. Et merci à tous d'avoir été présents, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, on voulait conclure ce Meetup qui est un événement dans lequel on présente des ressources qui sont open source ou des applications de ressources open source. Et je pense qu'on est un peu tous convaincus ici de l'importance de l'open science en santé, à la fois sur les données ou les algorithmes. Donc, on sait que ça a de nombreux avantages, notamment la fiabilisation de la recherche, l'amélioration des résultats, ainsi que leur valorisation et l'amélioration de l'efficacité de la recherche. Donc, nous, au Health Data Hub, on participe à promouvoir l'open science pour de nombreuses raisons qui sont détaillées dans l'illustration qu'on vous présente ici. Mais on est vraiment persuadé que l'open science en santé, ça a le potentiel de transformer la manière dont la recherche médicale est conduite en la rendant plus transparente et plus efficace. Donc, il y a de nombreux intérêts qu'on a cités de façon non exhaustive ici. Mais dans cette optique, je voulais vous parler d'une initiative qu'on a mise en place récemment. Il s'agit de la bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé, appelée BOAS. Donc, cette bibliothèque, elle permet de rassembler des codes sources et des algorithmes dont l'objectif est de faciliter le traitement des données de santé. Donc, ça peut être des algorithmes qui sont issus de l'AMI BOAS, que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais ça peut aussi être des codes et des algorithmes issus de tout type de projet. Et l'objectif, c'est donc de faire une bibliothèque centralisée d'algorithmes ouverts en santé et partagés en open source. Donc, les objectifs, comme je vous le disais, c'est de référencer des algorithmes qui peuvent être à la fois du ciblage sur les données du système national des données de santé, mais pas que, puisqu'on essaye de rassembler des algorithmes et des codes sources qui permettent le traitement des données de santé utiles à la communauté pour faciliter leur réutilisation et leur implémentation. Et au-delà d'être un projet collaboratif ouvert pour faciliter les traitements des données de santé, c'est une initiative qui permet de proposer un accompagnement dans l'ouverture des codes sources et un partage de bonnes pratiques. Donc, juste quelques slides pour vous montrer à quoi ressemble cette bibliothèque. Donc, c'est vraiment et littéralement une bibliothèque qui est présente sur le site internet du Health Data Hub et qui se présente sous la forme d'une liste de fiches qu'on peut ouvrir avec du coup un détail plus exhaustif sur l'algorithme en question. Et cette fiche descriptive de l'algorithme permet de pointer vers une forge sur laquelle il y a le dépôt de l'algorithme. Donc, le dépôt peut se faire sur le GitLab du Health Data Hub, mais ça peut aussi se faire sur le GitLab du porteur ou le GitHub du porteur. Et donc ici, l'objectif, c'est de mettre à disposition des algorithmes, quel que soit le langage de programmation, sur une plateforme de dépôt qui permet de travailler en collaboration et de faire évoluer les codes et les algorithmes afin de les perfectionner, et tout en ayant un système de versionning et d'historique des changements dans l'objectif de faire valider les propositions de modification ou de comparer les différentes versions qui ont été proposées. Donc, cette bibliothèque s'inscrit dans une démarche open science qu'on a mis en place au Health Data Hub,
Donc, on considère qu'on a une réelle responsabilité vis-à-vis de l'écosystème. On doit partager des ressources qui sont utiles à la communauté, mais qui doivent être aussi d'une certaine qualité. Donc, on a des recommandations vis-à-vis des porteurs qui souhaitent ouvrir des ressources, notamment la réalisation d'un code review ou un test de l'algorithme avant l'ouverture, de façon à minimiser les erreurs potentielles, améliorer la qualité et la robustesse du code. Donc, à ce jour, on a ouvert une quinzaine de ressources sur le GitLab du Health Data Hub et à peu près une dizaine sont intégrées à cette bibliothèque. Donc, ce sont des ressources qui sont de sources variées, notamment des partenariats ou des ressources internes qui peuvent être liées à l'utilisation des données de santé du SNDS. Donc ici, à titre d'exemple, on a mis un algorithme qui a été ouvert récemment dans le cadre d'un projet partenaire porté par l'IRDS. Et donc, comme on peut le voir ici, c'est sous une arborescence qui permet donc de trouver la ressource sous le nom Health Data Hub dans la bibliothèque, mais dans un sous-dossier du porteur, ainsi qu'un sous-dossier par projet. Donc, de nombreux autres algorithmes vont suivre celui-ci dans le cadre de ce projet. Mais l'idée, c'est donc d'enrichir cette bibliothèque pour essayer de centraliser les algorithmes qui facilitent le traitement des données de santé. Et actuellement, on est en train de mettre en place un comité de suivi autour de cette bibliothèque pour essayer vraiment d'adresser des questions comme la qualité des algorithmes qui sont publiés, comment sourcer les algorithmes qu'on pourrait intégrer et qui pourraient être pertinents pour la communauté. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés pour participer à ces discussions, n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de l'événement. Voilà. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention. Merci à tous d'avoir été présents ce 21e Meetup. Maintenant, ça va être le temps de l'afterwork. Je vous propose de venir échanger autour des sujets du Meetup ou autre, autour des pizzas. Merci encore pour votre présence et merci à toutes les personnes qui ont suivi le Meetup à distance. Merci.